commence d'abord toujours par annoncer la prochaine conférence. Donc, la date de la prochaine, je regarde mon petit calepin, parce que je ne la connais pas par cœur, c'est le mardi 17 juin, donc ça va arriver assez vite, c'est toujours un mardi soir, mais là, le rythme est un petit peu rapproché, parce qu'il y a les vacances d'été qui arrivent, donc mardi 17 juin. C'est un sujet, l'intitulé que je vais vous donner, vous allez dire, c'est un truc de spécialiste, ça ne vous regarde pas. Si vous allez voir, enfin j'espère. Donc ça s'appelle Science ouverte. Voilà, j'ai été assez bavard, donc la parole est à Thierry. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Donc le titre de cette conférence, c'est « L'eau, source de profit pour quelques multinationales ou bien commun de l'humanité à protéger ?» Point d'interrogation, un choix politique. Donc c'est à ça qu'on va essayer de consacrer cette avant-dernière séance de la saison, donc qui va traiter plus particulièrement des enjeux économiques et politiques de la préservation de l'eau en tant que ressource naturelle, de sa disponibilité, de son accessibilité, de sa production, de sa distribution en tant qu'eau potable indispensable à notre vie quotidienne. Des questions qui seront abordées sous l'angle national. Qu'en est-il en France? Qu'en est-il dans notre département? Dans notre secteur géographique en particulier? Mais qu'en est-il aussi à l'international? Et on verra que dans un monde qui est en plein bouleversement, avec les changements climatiques, avec les nouveaux équilibres géopolitiques qui se dessinent, pas toujours très sympathiques, la question de l'accès à l'eau revêt une dimension importante qui peut même aller dans certains cas jusqu'à des conflits armés. Mais avant d'entrer dans tous ces sujets-là, quelques données quand même sur le rôle de l'eau dans la vie sur Terre et puis sur sa place dans la nature, avec quelques informations utiles aussi pour comprendre les enjeux économiques et politiques dont nous allons parler. L'eau, donc, vous savez tous, hein, c'est une substance composée d'hydrogène et d'oxygène, H2O, un atome d'oxygène pour 2 atomes d'hydrogène. À l'état pur, elle est inodore, incolore, sans saveur. Dans les conditions normales de pression, elle gèle à 0 degré et elle bout et se vaporise à 100 degrés. Donc ça, c'est pour vous rappeler vos cours de sciences naturelles. On dit SVT, je crois, pour les plus jeunes aujourd'hui. Il y a désormais un consensus scientifique sur le fait que l'eau a joué un rôle primordial dans l'apparition de la vie sur Terre et continue d'être indispensable à sa persistance. C'est un composant essentiel de tous les organismes vivants, aussi bien végétaux qu'animaux, et donc humains compris. Un concombre, c'est 96% d'eau. On dirait pas comme ça quand on voit un concombre que c'est 80%. Un petit pois, c'est 75% d'eau. Voilà. Et même une gousse d'ail, 63% d'eau. L'eau est aussi donc le principal constituant du corps humain. La quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte, c'est 65%. Il y a 65% d'eau dans chacun de nos corps, là. Alors, il paraît que quand on prend de l'âge, on se dessèche un peu, donc il y en a un peu moins. Donc, ça veut dire que dans une personne qui fait 70 kilos, il y a 45 litres d'eau, en fait. Cette quantité d'eau varie donc aussi selon les organes. Dans ce petit cerveau là qui a pondu cette conférence, comme dans tous les vôtres aussi, il y a 76% d'eau, par exemple. Et même dans les eaux, 10% dans les eaux, 22% dans les eaux et 10% dans les dents. Les eaux. Oui. C'est la console. Voilà. L'organisme humain a un besoin quotidien de 2,5 litres d'eau par jour. Alors, bien évidemment, si on est en plein été, en pleine canicule, avec des températures qui dépassent 40 degrés, ou si on vient de faire un marathon, voilà, il faut qu'on en consomme un peu plus, mais dans des conditions normales, c'est ça, c'est 2,5 litres. Et autant on peut survivre au repos 40 jours sans prendre de nourriture solide,
Autant si on dépasse 3 à 5 jours sans eau, c'est la mort assurée. Donc l'eau est quelque chose d'important dans notre entourage et pour notre vie même. Alors dans la nature, comment elle est présente cette eau? Elle est présente sous forme liquide, les mers, les océans, les fleuves, les rivières, les lacs, les nappes souterraines aussi, c'est très important, les nappes souterraines. Sous forme solide, les glaciers bien évidemment, la banquise, les icebergs, et dans un certain nombre de régions, ce qu'on appelle le permafrost. En français, ça se dit, je crois, pergélisol ou quelque chose comme ça. Hein, donc les parties du sol qui restent gelées en permanence. Et elle existe aussi sous forme gazeuse, donc la vapeur d'eau qui est en suspension dans l'atmosphère et qui provient de l'évaporation des mers et de l'évaporation des plantes, ce qu'on appelle l'évapotranspiration, parce que les plantes transpirent comme nous, et donc l'eau, elle s'évapore également. Une remarque au passage, je vous disais tout à l'heure que l'eau pure a pour formule chimique H2O, mais l'eau qu'on trouve dans la nature n'est pas chimiquement pure, ou hyper rarement. Parce qu'en effet, l'eau a la propriété de dissoudre un certain nombre de substances minérales en particulier. Et donc sans cette propriété, d'ailleurs, elle ne serait pas consommable. La surface de la planète est couverte à 71% d'eau. C'est ce qui lui vaut son surnom de planète bleue. 97% de ce volume d'eau, c'est de l'eau salée, les mers et les océans. 3% d'eau douce seulement. Et dans ces 3%, il y a 1,8% sous forme de glace, 0,9% sous forme de nappes souterraines et seulement 0,02% dans les fleuves, les rivières et les lacs. Et donc, quand on sait que l'eau que nous consommons, l'eau qui est captée dans la nature et qui arrive à notre robinet, c'est essentiellement les nappes souterraines et les rivières, les lacs, etc. Vous additionnez 0,9 plus 0,02, ça veut dire que moins de 1% de toute l'eau terrestre est directement consommable. Donc ce qui situe aussi les enjeux de la préservation de la qualité de cette ressource. Donc maintenant je vais vous parler du cycle naturel de l'eau. On parle de cycle naturel de l'eau ou de cycle hydrologique. Parfois vous entendrez aussi l'expression le grand cycle de l'eau par opposition à un petit cycle dont je vous parlerai tout à l'heure. Qui désigne donc cette expression les échanges naturels d'eau entre la Terre et l'atmosphère. Je vous parlais tout à l'heure d'évaporation, voilà. Et puis la manière dont l'eau circule sur Terre. Et ce cycle, c'est un cycle naturel, donc qui est indépendamment de l'activité humaine et qui est présent sur notre planète depuis qu'il y a de l'eau sur la planète. Donc, quelques mots d'explication pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Donc, sous l'action du soleil et du vent, il y a une partie de l'eau des mers, des océans, des lacs, des rivières qui s'évapore. Il y a les plantes qui transpirent, comme je vous le disais tout à l'heure. En prenant de l'altitude, cette vapeur d'eau se refroidit. Et quand la vapeur d'eau se refroidit, qu'est-ce qui se passe? Elle se condense. Elle forme des nuages. Et quand les conditions météorologiques et de pression sont réunies, ben cette eau retombe sur la Terre sous forme de pluie, de grêle ou de neige. Une partie de ces précipitations retombe directement dans les mers et les océans. Une partie de l'eau s'infiltre dans les sols. Donc, une partie de cette eau qui s'infiltre est captée par les végétaux. Et une autre partie, quand les terrains sont suffisamment imperméables pour le permettre, s'infiltre plus profondément et vient alimenter les nappes souterraines ou phréatiques. Perméables. Qu'est-ce que j'ai dit? Imperméable, d'accord. Oui, perméable, bien évidemment. La part d'eau qui ne s'infiltre pas ruisselle pour rejoindre les ruisseaux, les rivières, les fleuves, et puis tout ça la ramène à la mer. Et le ruissellement est d'autant plus important que les sols sont imperméabilisés, et notamment par l'urbanisation, et c'est important dans ces périodes de changement climatique où on a parfois des précipitations un peu sévères,
où on peut voir les dégâts que ça peut faire. En France, il tombe en moyenne 890 mm d'eau par an. Ça veut dire 890 litres par mètre carré. 65% de ces précipitations ne parviennent pas au sol et s'évaporent directement. 24% ruissellent et seulement 11% s'infiltrent. C'est pour ça que on se dit, on entend souvent parler des nappes phréatiques. Il y a eu une succession d'années là où il n'a pas plu beaucoup et où les nappes phréatiques ont beaucoup baissé. Et puis par contre, fin 2024, début 2025, il a plu beaucoup plus que la moyenne. On s'est dit, mais comment ça se fait que les nappes phréatiques remontent pas? Ben là, vous avez l'explication, parce qu'il n'y a que 11% de cette eau finalement qui parvient à s'infiltrer. Donc il en faudra encore plus pour que les nappes phréatiques remontent. Alors quel est l'impact des changements climatiques sur ce cycle de l'eau? Quand on mesure le réchauffement des températures par comparaison à l'ère pré-industrielle, on est déjà à plus 1,5 degré en 2024. L'Europe et en particulier la France, ça c'est dû à la situation géographique, au carrefour d'un certain nombre de courants atmosphériques, se réchauffe un peu plus vite que la moyenne, 1,7. Et les estimations les plus optimistes du GIEC prévoient plus 2,2 degrés en 2050. Alors c'est quoi les conséquences sur l'eau? Là je ne parle que des conséquences sur l'eau. Ce sont des jours de gel en moins d'abord. Dans les massifs montagneux de l'est de la France, en particulier, avec comme conséquence que les glaciers fondent et qu'il y a moins de chutes de neige. Les spécialistes de Météo France estiment qu'en 2050, on pourrait avoir jusqu'à 20 jours de gel en moins dans les Vosges, le Jura et les Alpes, et jusqu'à 50% de moins d'épaisseur de neige. Alors, ce serait pas grave si c'était simplement la beauté des paysages ou le plaisir des sports d'hiver. Mais l'eau, les glaciers et la neige, ça fonctionne comme des réserves d'eau, soit permanentes, soit saisonnières, qui ensuite alimentent les cours d'eau. Et donc, le fait qu'il y en ait moins et que les glaciers fondent, c'est quand même un problème. À titre d'exemple, les experts suisses et français estiment qu'avec la disparition possible du glacier du Rhône, le glacier du Rhône, c'est l'endroit en Suisse où le Rhône prend sa source, puisqu'il commence par la Suisse, il va jusqu'à Genève, et puis après, il fait un coude comme ça, et il descend nord-sud jusqu'à la Camargue, jusqu'à la Méditerranée. Donc les experts suisses et français estiment qu'à la disparition possible du glacier du Rhône dans les Alpes suisses, à cause de ça, le débit estival du Rhône pourrait perdre 20% d'ici 2050. Et donc c'est important parce que le Rhône, dans sa partie française, entre Genève et Arles, c'est 4 centrales nucléaires, c'est 18 usines hydroélectriques, plusieurs ports de commerce et une navigation importante. Donc si on ne peut plus alimenter les centrales hydroélectriques, si on ne peut plus rafraîchir les centrales nucléaires, refroidir les centrales nucléaires, si on ne peut plus naviguer parce que la profondeur n'est pas assez importante, vous comprenez les conséquences que ça peut avoir. Je parlais des barrages. Le barrage de Pierre-Bénite, au sud de Lyon, c'est l'équivalent de l'alimentation en eau d'une ville de 220 000 habitants. Donc ça sert aussi, on pompe dedans pour l'irrigation, pour l'industrie, pour l'agriculture, enfin, etc. Autre conséquence, les spécialistes de Météo France, encore eux, prévoient des épisodes de sécheresse plus longs et plus fréquents en été, et parfois même dès le printemps, jusqu'à 10 jours supplémentaires chaque année. On a tous entendu parler ces derniers mois de la situation particulièrement alarmante des Pyrénées-Orientales, et les précipitations abondantes des premiers mois de 2025 n'ont pas réussi à compenser les 3 années de quasi-absence de pluie, avec les conséquences qu'on imagine sur l'agriculture, le rationnement des usages de l'eau. Pas loin des Alpes-Maritimes, en 2020 et 2022, dans le Gard, l'Aude et l'Hérault, donc 3 départements
la bordure méditerranéenne, des rivières comme le Gardon, le Vidourle ou le Lez ont été plusieurs semaines, voire plusieurs mois, complètement à sec. Mais ces épisodes ne touchent pas seulement le sud de la France. Vous avez sans doute entendu parler il y a quelques jours de l'alerte sécheresse qui a été lancée pour le nord, pour les Hauts-de-France. En Essonne, ces dernières années, ont vu instaurer des restrictions de prélèvement d'eau de plusieurs mois dans le bassin de l'Orge. Des restrictions qui ont été mises en place début juillet et qui se sont prolongées jusqu'au mois d'octobre. Donc aucune région de France n'est à l'abri. Troisième conséquence, des épisodes de précipitations extrêmes plus fréquents entraînant des inondations destructrices. Je vous fais pas un dessin, on avait il y a quelques jours de ça des photos, enfin des images assez édifiantes de ce qui s'est passé dans le sud de la France, dans le Var et dans le sud-ouest. On se souvient des épisodes de 2022 dans la vallée de la Roya, des inondations exceptionnelles de 2024 dans le nord et en Bretagne. L'explication est simple. Ça peut paraître contre-intuitif de se dire que réchauffement climatique, mais il y a une explication très claire, c'est que réchauffement, ça veut dire réchauffement des mers et des océans, donc plus d'évaporation, et plus l'atmosphère est chaude, plus elle est en capacité de contenir une quantité importante de vapeur d'eau. Et donc, quand cette eau, quand les conditions météorologiques sont réunies, cette eau, elle peut tomber. Pour peu qu'il y ait des orages stationnaires au même endroit pendant plusieurs heures avec des quantités, voilà, on a ce genre de conséquences. Et ce qui est terrible, c'est que ça cause beaucoup de dégâts, mais qu'en aucun cas ça compense le manque qu'il y a pu avoir dans d'autres périodes de l'année. Parce que quand les sols ils sont saturés de tellement de quantité d'eau, au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui s'infiltre. Ça s'évapore et ça ne profite pas ni aux plantes, ni à la nature, ni aux infiltrations. Et en plus, ça endommage les réseaux et les installations d'assainissement avec les conséquences que ça a aussi sur les pollutions, etc. Autre chapitre que je voudrais aborder, parce que c'est important, c'est les conflits. Les conflits d'usage de plus en plus présents, aussi bien au plan international qu'au plan national. Je vais un peu élaguer parce que je suis déjà à un quart d'heure là. Les ressources d'eau douce, donc, que je disais tout à l'heure, fleuves, rivières, nappes souterraines, ne représentent que moins de 1% du volume d'eau total présent sur Terre. 5 pays disposent de la moitié des ressources mondiales en eau: la Russie, la Chine, le Canada, l'Indonésie et les États-Unis. Outre les risques de pénurie, la ressource en eau est fréquemment polluée, d'abord par des rejets industriels, par les produits phytosanitaires utilisés dans l'agriculture, qui peuvent s'infiltrer dans les sols et polluer, y compris jusqu'aux nappes phréatiques. Dans les pays du Sud, on a en plus souvent des installations d'assainissement absentes. La population doit utiliser une eau qui n'est pas saine. Et l'OMS a analysé que 4 maladies sur 5 et 1 décès sur 3 sont imputés à des eaux contaminées dans ces régions. Les maladies transmises par l'eau tuent chaque jour plus de 15 000 personnes dans le monde à cause de diarrhée, de choléra, de typhoïde. Donc si vous faites le calcul, 15 000 fois 365, ça fait 5,5 millions de personnes par an qui meurent de ces conséquences-là, dont la moitié d'enfants. Donc résumons-nous: rareté croissante, fragilité de la ressource, inégale répartition dans le monde, dégradation de sa qualité, contaminations diverses, et pourtant toujours nécessité vitale d'y avoir accès pour nous tous. Et donc tout ça, ça peut donner lieu à des cocktails détonnants et à des conflits, je le disais tout à l'heure, pouvant aller jusqu'à la guerre dans les régions à forte tension. Alors je passe vite sur quelques exemples. Il y a quelques semaines de ça, vous avez tous entendu parler du conflit entre l'Inde et le Pakistan. Une des premières choses dont l'Inde a menacé le Pakistan
c'est de remettre en cause les accords de partage des eaux de l'Indus, par exemple. Autre exemple, ce formidable Donald Trump. On a tous été surpris, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui lui prend à ce bonhomme de vouloir faire du Canada le 51e État des États-Unis? Il a fini par donner l'explication. Hein? C'est pour l'eau, absolument. C'est pour s'approprier l'eau, notamment l'eau du lac Huron, qui est un des grands lacs qui est à la frontière, voilà. Tout ça pour alimenter la Californie. Parce que comme en Californie, on a fait n'importe quoi, voilà, notamment, voilà, il faut de l'eau pour la Californie. Et donc, où est-ce qu'on la prend? Chez le voisin. Je passe sur les conflits entre la Turquie, la Syrie et l'Irak sur l'eau de l'Euphrate. Je passe sur les conflits entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte pour l'eau du Nil. Ce sont des choses de même ordre. Et puis, je veux quand même évoquer la manière dont Israël utilise l'arme de l'eau aujourd'hui contre les Palestiniens de la bande de Gaza, avec la destruction de toutes les infrastructures d'alimentation en eau, et les conséquences que l'on imagine aussi sur, voilà, qui se rajoutent à tout le reste pour les Gazaouis. Je veux m'étendre un peu plus, par contre, sur le cas du Chili, parce que le cas du Chili, il met en exergue la relation entre la nature capitaliste d'un certain nombre de nos sociétés et les enjeux de l'eau. L'accès à l'eau au Chili, ça a été une des raisons, vous vous souvenez, dans les années 2019-2021, il y a eu des manifestations importantes au Chili. Et parmi les slogans que les Chiliens criaient dans ces manifs, c'est « Le problème, ce n'est pas la sécheresse, c'est le vol à propos de l'eau ». Alors la sécheresse est bien une réalité au Chili. C'est particulièrement sévère même dans la décennie 2008-2019, avec un recul des glaciers andins inédit et des précipitations en forte baisse. Mais la situation a été considérablement aggravée par la constitution du pays. Donc la fameuse constitution Pinochet, dont ils se sont malheureusement toujours pas débarrassés, parce que les tentatives pour en proposer des alternatives n'ont pour l'instant pas abouti. Et cette constitution pinochetiste d'inspiration ultralibérale faisait de l'eau, je cite, un capital échangeable, avec pour conséquence donc que les droits sur l'eau étaient traités comme une propriété privée. Donc il y avait des allocations d'eau qui étaient attribuées à des organismes divers, notamment privés, et ces allocations d'eau pouvaient être vendues ou achetées par leurs détenteurs, comme si on était sur le marché de n'importe quelle marchandise. Et donc avec la spéculation aussi qu'on peut imaginer. Et en plus, cette constitution permettait à l'État d'octroyer à des tiers des droits d'utilisation gratuits et à durée illimitée, sans aucune définition d'usage prioritaire. Ainsi, par exemple, dans les années 1990, les entreprises agroalimentaires ont obtenu les droits sur la totalité de l'eau de chacune des rivières tributaires d'un lac, le lac d'Aculeo, et ils ont prélevé tellement d'eau qu'aujourd'hui, il n'y a plus de lac. Voilà, le lac, il est sec. Et les mêmes causes ont eu également des conséquences dramatiques dans d'autres régions du pays. C'est une situation unique au monde. Il n'y a pas un autre exemple dans le monde où il y a eu ce type de législation-là. Et ça n'a pris fin, ça, qu'en 2022, avec un changement de majorité, avec l'arrivée d'un président et d'une majorité de gauche, voilà, qui ont fait une réforme du code de l'eau dans laquelle l'eau est devenue un bien public destiné à l'usage humain. Mais on voit bien qu'il y a besoin de règles, que c'est pas un sujet sur lequel on peut laisser faire le marché. Vous allez me dire, et chez nous? Alors chez nous, on n'en est pas à faire la guerre à qui que ce soit, pour l'instant en tout cas. Mais il y a aussi des conflits d'usage d'eau. J'évoquais le Rhône tout à l'heure. Le Rhône qui coule à la fois en Suisse et en France. Au bout du lac de Genève, il y a un barrage. Et donc un barrage qui est là pour réguler la hauteur du lac.
Et donc en régulant la hauteur du lac, il régule aussi le débit en aval, hein, donc dans la partie française. Il y a un accord entre la France et la Suisse qui autorise la France à bénéficier d'un lâcher d'eau quand il y a besoin, l'équivalent du volume de 15 cm sur toute la surface du lac. Ça paraît énorme, mais le Rhône aussi, il a des besoins énormes quand il a soif. Et donc, il y a, en 2023, par exemple, la France a sollicité à 11 reprises ce lâcher d'eau. Et donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'institutions qui considèrent que cet accord, il est imparfait. Les autorisations sont compliquées, même si la Convention le prévoit, les autorisations sont compliquées à obtenir. Et donc, Paris souhaite négocier un nouvel accord cadre plus général avec la Confédération helvétique, mais les discussions traînent depuis 2 ans et ça reste compliqué parce que même en Suisse, il y a aussi des besoins et des pénuries d'eau dans un certain nombre de périodes. Et puis je pourrais évoquer aussi le conflit qui oppose dans plusieurs régions de France et en particulier dans le Poitou, partisans et opposants des fameuses bassines. Là, on a tous entendu parler des bassines, des méga-bassines, ces réserves d'eau remplies en hiver par pompage dans la nappe phréatique pour assurer l'irrigation des cultures en été et principalement des cultures de maïs qui sont très consommatrices d'eau. Et donc on peut légitimement se demander si on ne devrait pas remplacer ces cultures par des cultures moins gourmandes. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir sur ce sujet, je peux conseiller un documentaire de Fabien Mazocco qui s'appelle « De l'eau jaillit le feu ». C'est un documentaire qui est sorti en 2023 et qui montre précisément les conséquences des prélèvements excessifs d'eau sur l'équilibre écologique et biologique du marais poitevin. Ça avait été projeté à Palaiseau dans une initiative d'attaque nord-est. Alors, autre sujet, les outils de la gestion de l'eau en France. Parce qu'effectivement, tout ce que je viens de vous dire montre qu'on a besoin de se doter d'outils qui permettent une gestion responsable et raisonnée de la ressource en eau. Il y a plusieurs lois. Alors, il y a de très nombreux textes, décrets, etc. Je vais m'en tenir aux 4 principaux. Il y a la première loi sur l'eau, elle date de 1964. Donc, c'est la loi relative à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. C'est cette loi notamment qui crée les comités de bassin. Je ne détaille pas, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a une deuxième loi qui a été approuvée en 92 qui confirme cette gestion par bassin, 1992, qui confirme cette gestion par bassin hydrographique, qui institue l'eau comme patrimoine commun de la nation. C'est important, c'est pas qu'une formule. Et qui crée un certain nombre de dispositifs, je ne vous les détaille pas, j'y reviendrai tout à l'heure, un certain nombre de dispositifs de planification et d'entretien des milieux humides. Il y a ensuite la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2010, qui était une loi qui était destinée à adapter les dispositifs législatifs à la directive cadre sur l'eau de l'Union européenne, avec en particulier un objectif qui était celui d'atteindre en 2015, la formule c'est le bon état des eaux et des milieux aquatiques, et qui visait notamment à la division par 2 des polluants liés aux engrais chimiques, enfin, etc. Objectif, soit dit en passant, qui n'a pas été atteint malheureusement. Et enfin, donc, une loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages. Et c'est une loi qui élargit les compétences des agences de l'eau, de ces missions. Et j'y reviendrai aussi tout à l'heure parce que ça a des conséquences budgétaires, parce que l'État élargit les missions, mais il ne donne pas les ressources pour. Il fait même des économies sur d'autres postes, et donc forcément, les missions premières des agences, elles s'en trouvent affectées, bien évidemment. Donc, parmi ces dispositifs dont je vous parlais, il y a ce qu'on appelle les comités de bassin. Vous savez tous ce que c'est sans doute un bassin hydrographique. Un bassin hydrographique, c'est une zone géographique qui est drainée par un cours d'eau et ses affluents. Ça veut dire que toute l'eau qui circule dans ce périmètre-là
Par exemple, toute l'eau qui circule à Bure-sur-Yvette, ben ça va dans l'Yvette, de l'Yvette ça va dans l'Orge, de l'Orge ça va dans la Seine, et de la Seine ça va dans la Manche. Voilà. Ben, le bassin hydrographique, c'est le territoire géographique où ça se passe comme ça partout. Alors c'est pas l'Yvette et l'Orge, c'est d'autres rivières, mais voilà, ça finit toujours dans la Seine et ensuite dans la Manche. Et donc c'est ce principe-là qui a été retenu pour la gestion de l'eau. Donc ce sont les limites, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les lignes de partage des eaux. Hein, pour ceux qui ont l'habitude de voyager, et parfois quand on va dans le sud, quand on passe l'autoroute, on voit un petit panneau ligne de partage des eaux Atlantique, Méditerranée. Voilà, c'est l'endroit où d'un côté les eaux elles vont se jeter dans la mer du Nord ou dans la Manche, et de l'autre côté dans l'Atlantique ou dans la Méditerranée. Donc c'est sur ces principes-là. Pourquoi on a retenu ça? Parce que tout simplement, l'eau, elle circule en fonction de la gravitation. Hein, donc la région, nous, on est dans le bassin hydrographique de la Seine, voilà, et donc on appartient à l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui comprend le bassin hydrographique de la Seine et puis deux petits bassins normands qui sont indépendants l'un des autres. En gros, la Seine maritime qui correspond à la basse Normandie et le reste qui correspond à la haute Normandie, avec toute une série de petits fleuves côtiers qui se jettent directement dans la mer. Donc, dans chacun de ces territoires, il y a des comités de bassin qui sont en quelque sorte des parlements de l'eau, qui sont chargés d'élaborer les politiques de gestion de l'eau, et de concilier à la fois les besoins du bassin avec un certain nombre d'orientations nationales fixées par la loi. Donc dans ces bassins, il y a différents acteurs qui interviennent, publics ou privés, qui agissent tous dans le domaine de l'eau, les collectivités locales, l'État, les usagers, les représentants des usagers, des personnes qualifiées, des milieux professionnels, socio-professionnels, et puis il y a un préfet coordonnateur par bassin. Par exemple, c'est au sein de ces comités de bassin que sont élaborés ce qu'on appelle les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE, S-D-A-G-E, qui constituent le cadre légal et obligatoire de mise en cohérence des choix de tous les acteurs du bassin, dont les activités et les aménagements ont un impact sur l'eau. Les agences de l'eau sont en quelque sorte les organismes exécutifs chargés de mettre en œuvre donc ces décisions qui sont prises dans les comités de bassin. Elles sont placées sous la double tutelle du ministère des Finances et de celui de l'Environnement. Elles ont un pouvoir réglementaire dans le cadre des compétences qui sont les leurs. Elles décident notamment de l'attribution d'aides financières pour toutes les actions menées, soit par les collectivités, par les industriels, par les agriculteurs, toutes les actions qui sont menées pour l'amélioration de la qualité des eaux et l'entretien des milieux aquatiques. Et elles sont financées par plusieurs taxes. Nous en payons tous. Ceux qui ont régulièrement des factures d'eau chez eux, qui vivent pas en collectif, vous verrez, vous avez des lignes de taxes et de redevances qui correspondent à des choses qui partent pour alimenter les caisses des agences de l'eau. À noter, et c'est très important ça, ces schémas directeurs, ils sont ensuite déclinés dans les sous-bassins, en schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ce qu'on appelle les SAGE. Et donc ces SAGE, ils sont, dans la grande majorité des cas, placés sous la responsabilité des syndicats de rivières. Donc par exemple, dans notre région, on a l'Orge, on a l'Yvette, on a la Bièvre, avec chacun un syndicat de rivière. Pour l'Orge, c'est le syndicat de l'Orge, de la Romarde et de la Pretzelle, c'est des affluents de l'Orge. Pour l'Yvette, c'est le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette, le SIAVI, ou pour la Bièvre, le SMBVB, syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre. Ce sont ces organismes-là qui sont chargés, par exemple, de conduire les travaux de restauration des berges. Parfois, dans les années 60-70, on a eu la tentation, c'était vrai notamment dans l'Orge, de canaliser, de bétonner les berges, de les canaliser, etc. Donc il y a tout un travail de renaturation qui a été entrepris il y a quelques années, pour recréer des méandres aussi, pour ceux qui ont eu l'occasion de se promener sur le long de la Bièvre, ils ont recréé des méandres, ils ont recréé des zones d'expansion de crues.
hein, pour qu'en cas d'inondation, ça parte dans la nature et ça fasse pas des dégâts, voilà. Alors tout n'est pas encore réglé, hein, il suffit de voir ce qui s'est passé il y a pas très longtemps avec l'Yvette pour voir qu'il y a encore du travail dans ce domaine-là. Mais voilà, ce sont les syndicats de rivières qui en sont chargés. C'est un aspect important de la gestion de l'eau en France. Juste une petite remarque, donc je vous le disais tout à l'heure, l'élargissement des compétences des agences de l'eau introduit par la loi sur la biodiversité de 2016 a eu pour conséquence que ces agences concourent de plus en plus à financer les autres politiques du ministère de l'Environnement, et en particulier sur la biodiversité. Alors c'est important la biodiversité, mais jusqu'à présent c'était pris en charge par le budget de l'État, et maintenant c'est pris en charge par les agences de l'eau, et ça pose problème parce que les ressources ne sont pas extensibles. Par exemple, depuis 2018, l'État ne finance plus du tout l'Agence française pour la biodiversité. Ce sont les agences de l'eau qui sont ponctionnées pour ça. Je parlais tout à l'heure du grand cycle de l'eau, je vais maintenant aborder le petit cycle de l'eau. Avec une question centrale, public ou privé, un choix politique, parce que c'est un des secteurs où ça se pose le plus. Donc, par opposition au grand cycle de l'eau dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui désigne donc le cycle naturel, le petit cycle, lui, il désigne l'ensemble des opérations humaines en vue de produire, stocker, acheminer et distribuer l'eau potable destinée à notre consommation. L'eau qu'on trouve quand on ouvre nos robinets. Et puis ensuite, pour collecter et traiter les eaux usées et les rejeter propres, si possible, dans la nature, dans le milieu naturel. Toutes ces opérations que je viens d'énumérer, elles relèvent d'une obligation de service public. Et cette obligation de service public, elle est aujourd'hui confiée aux structures de coopération intercommunale. C'est la loi NOTRe, la loi pour la nouvelle organisation territoriale de la République, une loi de 2014, qui a transféré cette compétence des communes, puisqu'avant c'était les communes qui en étaient chargées, vers ce qu'on appelle les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale. Par exemple, notre agglo, Communauté Paris-Saclay, elle est en charge aujourd'hui de la distribution de l'eau potable, depuis le 1er janvier 2016. La loi date de 2014, mais ne s'est appliquée sur ce plan-là qu'au 1er janvier 2016. Donc ces compétences, elles peuvent être exercées soit de manière entièrement publique, c'est la gestion dite en régie, soit confiée par appel d'offres à un prestataire privé, c'est ce qu'on appelle la délégation de service public, généralement abrégée en DSP. Le choix entre public et privé a donné et donne toujours lieu à de nombreux débats qui parfois ont des aspects techniques, indiscutablement ils en ont, mais qui relèvent pour l'essentiel de choix politiques. Et ce sont des débats d'autant plus légitimes que, comme nous venons de le voir jusqu'à présent, l'eau est à la convergence d'enjeux multiples, économiques, sociaux, territoriaux, environnementaux, qu'à l'échelle mondiale, le risque de pénurie, de dégradation de la qualité suscite beaucoup d'inquiétudes, et qu'en France, face aux nombreux dysfonctionnements, aux malversations, à la corruption, le poids des multinationales de l'eau suscite des critiques de plus en plus fortes, et il y a une exigence citoyenne qui monte depuis quelques années pour faire que l'eau, ressource indispensable à la vie, non substituable, on peut la remplacer par rien, cette eau, ne puisse plus être traitée comme une marchandise. Donc je viendrai tout à l'heure plus précisément sur la manière concrète dont ces enjeux se traduisent dans la vie quotidienne de nos collectivités. Mais avant ça, il n'est pas inintéressant de faire un petit détour par l'histoire. Parce que la situation qu'on vit en France, avec ce poids important des multinationales de l'eau, c'est quand même une spécificité française. Et il sera aussi intéressant de voir comment le débat public-privé a suivi les évolutions du capitalisme français, avec au passage une formidable capacité de la Générale des Eaux, qu'on appelle Veolia aujourd'hui, ou de la Lyonnaise, qu'on appelle aujourd'hui Suez, à accompagner, voire à anticiper ces évolutions,
Il y a un excellent article d'un journaliste qui s'est spécialisé sur la question, qui s'appelle Marc Lémé, que certains connaissent peut-être, parce qu'on avait eu l'occasion de le faire venir en Essonne pour parler de ça, justement, qui avait publié un très intéressant article en 2007 sur le blog du Monde Diplo, qui s'appelle « Au public, au privé, une histoire française ». Et pour tout vous dire, je me suis largement inspiré de cet article qui fait autorité dans cette partie historique de mon propos. C'est au XIXe siècle que la question de l'eau et de sa gestion prend une place importante dans le débat public. C'est l'époque des mutations importantes dans l'agriculture. On perce des canaux destinés aux navigations, c'est la révolution industrielle, c'est le développement de l'urbanisation, des villes, c'est les mouvements hygiénistes aussi, parce que les villes avant, en matière d'hygiène, c'était pas terrible, les égouts étaient au milieu des rues, les poubelles aussi, enfin, etc. Donc il y a eu tout un courant bienvenu qui a consisté à assainir tout ça, et ça a notamment concerné l'eau. Mais tout ça s'est fait dans un contexte où dominaient très largement les idées libérales. Depuis l'époque de la Restauration, Charles X, Louis-Philippe, et puis après le Second Empire avec Napoléon III, c'est un moment où le capitalisme a le vent en poupe, où la grande bourgeoisie se sent toute puissante, et elle l'est d'ailleurs, elle ne fait pas que se sentir, et où elle peut imposer sa manière de faire. Donc si la ressource en eau elle-même est demeurée un bien public, il est de plus en plus admis à cette époque que ces usages puissent faire l'objet de services marchands assurés par des opérateurs privés. Dans l'article dont je vous parlais, Marc donne l'exemple des eaux minérales, par exemple, avec des concessions très avantageuses accordées à des minéraliers et sur lesquelles certains vont construire des fortunes colossales. C'est par exemple une des grandes familles de l'eau dans l'est de la France, c'est la famille Castel. Ils sont propriétaires des eaux de Saint-Thior, pas dans le centre, pas dans l'est, dans le centre, Vichy-Saint-Thior et Vichy-Célestin. Et ils se sont construits comme ça leur fortune. Et soit dit en passant, ce qui se passe, vous avez tous entendu parler en ce moment avec Perrier, du groupe Nestlé, et l'inquiétante mansuétude dont bénéficie le groupe de la part des pouvoirs publics, nous montre que malgré des entorses avérées importantes à la législation, nous montre que ces concessions ces concessions qui leur ont été accordées demeurent des affaires très juteuses sur lesquelles il est permis de s'interroger. Donc je le disais, c'est en 1828, sous le règne de Charles X, que l'alimentation en eau potable est confiée aux collectivités. Donc jusqu'en 1848, ce sont les districts, des équivalents de cantons, enfin c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, c'était une subdivision administrative des départements. Et puis en 1848, la compétence est transférée aux communes. Il y en a 38 000 à l'époque, il y en a un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque il y en a 38 000. Le problème, c'est que les petites tailles et l'absence de maîtrise budgétaire, parce que les communes n'ont pas la structuration qu'on leur connaît aujourd'hui, ça va les rendre vulnérables aux appétits du privé. Et c'est donc dans ce contexte que se développent les premières délégations de services publics. La Générale des Eaux, donc Veolia aujourd'hui, a été créée en 1853. Elle est créée par décret impérial. Ses actionnaires, ce sont des banquiers et des barons d'empire, c'est-à-dire des gens très représentatifs de ce qu'était le capitalisme de cette époque. Très vite, des villes comme Lyon, Nantes, Paris et une partie de la banlieue parisienne tombent dans leur escarcelle. En 1880, on a déjà 123 communes de France représentant 850 000 habitants qui sont ainsi en DSP avec la Générale des Eaux. Et c'est cette même année, 1880, qu'apparaît également la Lyonnaise, donc Suez aujourd'hui, qui se développe sur le même modèle. À noter que cette vague de DSP va rapidement susciter des débats. Eugène Belgrand, vous avez peut-être entendu parler d'Eugène Belgrand, il y a une rue à son nom à Paris, qui était un ingénieur parisien des ponts et chaussées, qui a joué un rôle important dans la rénovation de Paris à l'époque du baron Haussmann.
il a été ce monsieur aussi directeur du service des eaux de la ville. Bien, lui, il fait partie de ceux qui se sont élevés contre la privatisation de l'eau. À l'inverse, dans plusieurs communes de la banlieue parisienne, ceux qui les administraient, on ne peut pas dire des élus, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des élus, les administrateurs de ces villes ont jugé impératif, au contraire, de faire appel au privé pour financer les infrastructures nécessaires. À cette époque, tout était à créer, effectivement. Et il est aussi intéressant de noter que quelques années plus tard, donc au début du XXe siècle, Jaurès, qui a fondé le journal L'Humanité en 1904, mènera à son tour une virulente campagne contre la privatisation de l'eau de Paris. Ça a fait l'objet de plusieurs articles. J'aurais bien aimé pouvoir vous en lire un, mais voilà, ça demandait beaucoup de temps pour aller consulter les archives du journal, et je n'ai malheureusement pas eu la possibilité, le temps de le faire. Donc une première phase où les DSP et les majors de l'eau ont le vent en poupe. Il y a un premier tournant à partir de 1884. Pourquoi 1884? Parce que à partir de 1884, les communes, elles ne sont plus administrées par des gens désignés par le pouvoir central, mais elles sont elles sont dirigées par des élus du suffrage universel. Et donc, les élus du suffrage universel, ils se montrent en général plus attentifs à ce que leurs administrés souhaitent. Et en l'occurrence, dans les villes, et il y en a un certain nombre qui, en 1884, donc, ont été conquises par la gauche, à l'époque, le parti socialiste et radical. À l'époque, ils n'avaient pas encore fait leur virage libéral et la lutte contre le capital demeurait une question pour eux essentielle. Ça a bien changé depuis. Donc ces élus-là entendaient bien garder la main sur les infrastructures. Et donc l'élan en faveur des DSP est stoppé. Et pendant toute une période, c'est à l'inverse les régies municipales qui prennent le dessus. C'est-à-dire que, pas forcément en remplacement des DSP existantes, mais en tout cas dans les autres collectivités. Donc pendant cette période-là, si la Lyonnaise et la Générale ont acquis assez de puissance financière pour laisser passer l'orage, il n'en est pas de même pour d'autres entreprises plus petites, qui, devant le succès de la Générale et de la Lyonnaise, se sont dit « Oh là là, il y a du fric à se faire, on va y aller ». Manque de peau, le vent tourne, et en plus de ça, après la Première Guerre mondiale, il y a une période où l'inflation se met à augmenter terriblement, et où les contrats de distribution ne prévoient pas forcément des clauses de révision des prix en fonction de l'inflation, comme ça peut être le cas aujourd'hui, et donc il y a toutes ces petites entreprises qui font faillite, qui sont en incapacité d'assurer les contrats pour lesquels qu'ils avaient signé, et donc le service de l'eau, du coup, est repris par les collectivités concernées en régie publique. Je passe à l'après-Seconde Guerre mondiale. Vous savez qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu dans un certain nombre de secteurs économiques une vague de nationalisation, dû à la fois au fait que y a une partie de la grande bourgeoisie qui s'était compromis dans la collaboration, et aussi parce qu'il y avait la volonté du CNR, du Conseil national de la résistance, pour reprendre en main l'économie et pouvoir répondre aux besoins des populations. Et pourtant, il y a un secteur qui échappe aux nationalisations, c'est le secteur de l'eau. Sans doute à l'époque n'est-il pas apparu comme un secteur stratégique, à l'inverse par exemple de l'électricité, et pourtant déjà on voyait monter en puissance les barrages hydroélectriques, hein, on sait les enjeux de la propriété publique des barrages hydroélectriques, c'est pas pour rien si on a dû combattre ces dernières années les directives européennes qui voulaient absolument nous forcer à privatiser les barrages hydroélectriques. Heureusement des négociations ont permis que ce soit pas le cas. Et donc, les restructurations importantes d'après-guerre, avec les fameuses 30 glorieuses, vont du coup offrir l'opportunité aux deux géants de l'eau et à leur petite sœur la SOR, qui s'était créée en 1933,
SAUR, S-A-U-R, de reprendre leur ascension dans les zones. Elle est très peu présente, la SAUR, et je crois qu'il y a une ville qui est en gestion avec la SAUR, c'est pardon. Voilà, exactement. Donc les deux géantes de l'eau reprennent leur ascension, et notamment dans les régions de l'Ouest et du Grand Ouest, où les petites communes rurales, il faut savoir que jusqu'alors, les communes rurales, souvent, elles puisaient l'eau, elles se servaient d'eau de source, elles captaient des sources. Et donc souvent, c'était un service complètement gratuit pour les usagers, pour ceux qui en bénéficiaient. À une époque où les régions rurales sont peu peuplées et où les besoins sont bien moindres qu'aujourd'hui. Et donc la Générale et la Lyonnaise jettent leur dévolu sur ces régions de France, et qui d'autant plus que s'engage un processus d'urbanisation dans ces secteurs. Et ils peuvent s'appuyer sur un certain nombre d'atouts pour réussir cette OPA. D'abord, ils ont une expertise technique qui a eu l'occasion de s'approfondir depuis le milieu du 19e siècle. Ils ont été très forts sur tout ce qui était recherche et développement en matière d'assainissement et de dépollution. Ils ont une maîtrise juridique des contrats. Il y a une certaine ingénierie financière qui va leur permettre de jouer un rôle de banquier occulte des collectivités, qui se montre plus mobilisable que le reste du secteur bancaire. Ils y ont intérêt, puisqu'ils savent que de toute façon ça va leur retourner. Et puis leur plus grande capacité à obtenir des crédits bancaires que les collectivités locales, parce qu'ils ont une surface financière bien plus importante. Et puis il y a ce que j'appellerais le relationnel commercial, qui est un euphémisme pour parler de l'influence qu'elle se donne les moyens d'exercer sur le personnel politique et les collectivités, avec des moyens parfois légaux et parfois un peu moins. C'est ainsi que jusqu'à la fin des années 90, les majors de l'eau, et principalement donc Suez et Veolia, ont accumulé des profits colossaux, qui du coup leur ont permis d'exporter le modèle français à l'étranger, et notamment dans des pays en voie de développement, ou des pays où les équipements en matière de réseau d'eau potable étaient pas très développés. Je pense à la Grèce notamment, où ça a suscité pas mal de mobilisation citoyenne, parce que du coup ça a changé considérablement le régime de l'eau potable dans ces pays. Et puis à nouveau, un tournant qui se fait au début du XXIe siècle. À partir de ce moment-là, les choses prennent un nouveau cours. Pourquoi? D'abord, il y a la révélation de pactes de corruption, particulièrement graves. Je pense par exemple à celui passé dans les années 80. Les plus âgés d'entre nous ont sans doute en mémoire l'affaire d'Alain Carignon à Grenoble, ce maire RPR de Grenoble, qui a été aussi ministre de Chirac d'ailleurs à l'époque, qui avait passé un pacte de corruption avec la Lyonnaise. Et puis quelques années après, il y a eu quelque chose d'un peu ressemblant à Angoulême, avec Jean-Michel Boucheron, socialiste celui-là. Et donc, c'est la révélation de ces affaires ont contribué en quelque sorte à un début de prise de conscience des dysfonctionnements du modèle privé de la gestion de l'eau, tant par les citoyens que par les élus. Et puis, progressivement, il y a toute une série de problèmes qui ont été mis à jour. Les hausses injustifiées de prix, l'opacité de leur formation, pourquoi tel prix et pourquoi pas un autre, d'autant que parfois sur un même territoire, il y a des différences de prix qui sont totalement inexplicables. L'entretien de réseaux défaillants, des fuites, avec des rendements souvent inférieurs à 80%. Ce qu'on appelle le rendement du réseau, c'est la capacité à restituer à l'utilisateur final l'eau qui a été injectée au début du réseau. Donc, si le réseau était parfaitement étanche, ce qui est impossible, voilà, 100% de l'eau arriverait chez l'usager, mais là, on est seulement à 80%, voire moins. Et là, ça pose quand même un problème de gaspillage de la ressource.
J'ajoute à ça facturation de frais de siège injustifiés, double facturation de personnel. Donc tout ça a pesé lourd dans la balance quand ça a commencé à être connu et révélé dans le fait que il y a l'opinion publique et l'attitude des élus qui commencent à changer. Il y a un exemple particulièrement éclairant. En 2006, quelques années avant de passer en régie, la communauté urbaine de Bordeaux avait récupéré, après un procès, 233 millions d'euros de trop perçus par Suez. Une paille. Vous voyez ? Et donc, toute cette réalité-là a conduit de plus en plus de collectivités de toute taille et de toute sensibilité politique, d'ailleurs, à faire le choix d'un retour en régie publique. Ça a commencé par Grenoble en 2000, et puis Castres en 2004, des petites villes aussi, des toutes petites villes, Cornimont dans les Vosges, 3700 habitants, qui passent en régie publique en 2007. En 2008, vous vous en souvenez peut-être, la question de l'eau est venue fortement s'inviter dans les débats des élections municipales. Dans plusieurs villes, à Paris, à Brest, à Rennes, à Carcassonne, à Saint-Étienne, à La Roche-sur-Yon, je pourrais allonger la liste. Et dans plusieurs communes du CEDIF aussi, en Île-de-France. Cette même année, Vivendi, la Générale des Eaux, après appelée Vivendi, qui maintenant s'appelle Veolia, a perdu son procès, un important procès contre la ville de Saint-Dizier, qui avait décidé de baisser unilatéralement le prix de l'eau. Vivendi a attaqué, et ben ils ont perdu leur procès. Le Conseil d'État a donné raison au Conseil, le tribunal a donné raison. Et même chose dans les Landes, où le président socialiste Henri Emmanuelli, à l'époque, avait décidé d'accorder des subventions plus importantes aux collectivités qui choisissaient la gestion publique. Ils ont été attaqués par plusieurs entreprises de l'eau, et lesquelles entreprises de l'eau ont perdu leur procès. En 2010, c'est Paris qui fait le choix de la gestion publique. En 2013, il y a eu une étude de la Banque des Territoires qui révélait qu'entre 2009 et 2012, le retour en régie publique avait concerné plus de 2,8 millions d'habitants supplémentaires. Et un rapport de l'Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement estimait à la même époque que la population desservie en gestion publique pour l'eau potable serait passée entre 2004 et 2012 de 28 à 34%. C'est pas énorme, mais ça montre le retournement de situation. Et depuis, le mouvement en faveur de la régie publique n'a pas cessé de s'amplifier. Aubagne en 2014, Rennes en 2015, Valence en 2020, les communautés urbaines de Lyon et de Bordeaux en 2023. C'est des gros morceaux, ça. L'Île-de-France n'échappe pas à la tendance. À la faveur de la loi NOTRe, plusieurs établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, qu'on appelle les EPT, ont fait le choix de quitter le CEDIF. C'est par exemple le cas de Grand Orly-Seine-Bièvre, le PT12, autour d'Orly justement, qui est présidé par Michel Leprêtre, un élu communiste, un gros pavé de 725 000 habitants. C'est le cas aussi d'Est Ensemble, le PT8, qui est présidé par Patrice Bessac, un autre élu communiste, 441 000 habitants. Donc on voit qu'il y a, voilà, ça continue. Alors, on peut se poser la question, mais est-ce que les régies publiques sont vraiment la solution ? On en parle depuis tout à l'heure comme des alternatives à la délégation de services publics et aux abus des entreprises capitalistes délégataires, mais est-ce qu'elles sont crédibles, ces alternatives ? Est-ce que la promesse de baisse des prix, de meilleur entretien, de gestion démocratique, est-ce que c'est réellement tenable ? Ma conviction personnelle, mais qui est aussi celle de nombreux acteurs de l'eau, associatifs ou élus locaux, est que les avantages de la régie publique sont très nombreux. La régie, d'abord, elle dispose d'un budget propre, qui est indépendant de celui de la collectivité qui en prend l'initiative. Ce sont des budgets séparés. Il y a le budget de la ville, et puis il y a le budget de la régie. Il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer. Et ça change beaucoup de choses. L'intégralité des recettes de la régie sert donc au fonctionnement du service et à l'entretien des réseaux. Il peut y avoir des régies qui fassent des provisions, qui disent on ne dépense pas tout de suite parce qu'on sait qu'on va avoir des gros travaux à faire, etc. Mais de toute façon, un jour ou l'autre, ça servira à l'entretien du réseau. L'eau de l'eau revient à l'eau.
L'expérience montre que ça permet une baisse du prix de mètre cube facturé aux abonnés, parfois importante. Les régies peuvent mettre en place des tarifs différenciés. Par exemple, décider que les premiers mètres gratuits, ceux qui sont considérés comme vitaux en quelque sorte, les premiers mètres cubes consommés sont gratuits. Elle peut mettre en place des tarifs progressifs pour les gros consommateurs, pour la partie de l'eau consommée qui dépasse la consommation moyenne d'un ménage, ce qui permet de lutter contre les abus et les gaspillages, à condition bien entendu en veillant à ce que les familles nombreuses soient pas pénalisées, bien évidemment, mais ça il y a des moyens techniques de s'en assurer. Et donc, important aussi, les citoyens usagers et leurs associations peuvent participer au conseil d'administration des régies. Alors, parfois, on entend des choses. Il y aurait un risque de perte de compétences. Parce que les grandes entreprises de l'eau, elles ont acquis un tel savoir-faire que c'est pas possible pour une collectivité de... Bon. Et c'est vrai que ça a pu paralyser un certain nombre d'élus locaux, qui se sont laissés impressionner par ça, avec les risques, la mise en danger juridique, eu égard aux enjeux de sécurité, de qualité, de garantie qu'on doit aux usagers. Et pourtant, c'est pas ce que montre l'expérience, pas du tout. Y compris dans les petites communes qui ont fait le choix depuis quelques années. Et c'est d'autant moins le cas qu'aujourd'hui, avec le transfert des compétences aux communautés d'agglomération, qui sont des structures plus importantes, 320 000 habitants, notre agglomération Paris-Saclay, elles ont des moyens humains et techniques qui sont plus importants qu'avant. Donc elles peuvent être outillées. Et en plus, il y a une chose importante à savoir, c'est que quand une régie publique se crée, les agents qui travaillaient auparavant pour le délégataire privé, ils peuvent ils peuvent choisir d'intégrer la régie publique et de devenir salariés de la régie publique. C'est souvent ce qui se passe. C'est souvent ce qui se passe. Et donc ça permet aussi d'assurer une continuité des savoir-faire et de la maîtrise des réseaux locaux. Alors, un petit bémol, les syndicats de la fonction publique parfois soulèvent un problème qui est celui de la rémunération, parce que c'est vrai que le service public n'offre pas toujours des rémunérations à la hauteur de ce que peut permettre le secteur privé. Mais ça n'empêche pas bon nombre d'agents parce qu'ils y trouvent aussi autre chose, dans un plus grand confort de travail, une plus grande proximité avec les élus et la population, et ça aussi pour eux c'est important. Autre débat qui traverse parfois les partisans de l'eau publique, c'est l'idée de se dire, est-ce que le vrai combat ne serait-il pas celui pour un grand service public national de l'eau, qui serait géré de manière centralisée au niveau des bassins versants et qui serait capable de garantir le même tarif à chaque habitant du pays, qui pourrait accompagner les collectivités locales dans le renouvellement de leur réseau, qui pourrait leur apporter les aides techniques dont elles ont besoin. C'est vrai que ce sont des investissements importants. Les travaux de la commission agriculture, pêche et forêt du Parti communiste ont montré qu'il faudrait consacrer 1,5 à 3 milliards d'euros par an pour remettre en état le réseau de distribution d'eau potable. Par comparaison, dans le plan de relance du gouvernement, là, qui a été décidé il y a 2 ans par Macron, c'est 0,1 milliard. Donc on est loin du compte. Donc la question, on peut comprendre qu'elle se pose. Personnellement, je suis tout à fait favorable à la création d'un grand pôle public national de l'eau. Je partage tout à fait ce qu'en dit le Parti communiste dans la résolution de son dernier congrès. Il dit, à l'heure du réchauffement climatique, et parce que nous considérons que l'eau est un bien commun de l'humanité, sa gestion doit plus que jamais relever d'un pôle public national et combattre tout projet d'accaparement par une minorité d'acteurs de l'agrobusiness et industriels. Il doit s'appuyer sur des moyens financiers, techniques, ainsi que sur des ressources scientifiques et humaines afin d'aider à la gestion décentralisée à l'échelle des bassins versants. Ok, je suis pleinement d'accord avec ça. Mais je ne pense pas du tout que cela s'oppose à la bataille pour la création, tout de suite, pour la création de régies publiques. Bien au contraire. Je pense que chaque victoire locale en faveur de la gestion publique est un atout pour
un jour construire ce grand service public décentralisé qu'on appelle de nos voeux. Et d'ailleurs, le fait que on a très peu d'exemples de retour en arrière de collectivités qui, ayant choisi la régie publique, décident de revenir à la DSP, montre bien que tout ça fonctionne bien. J'ajoute, s'agissant des missions de ce que pourrait être ce grand service public national, qui pourrait aussi avoir pour mission d'œuvrer en faveur de coopération internationale, j'évoquais tout à l'heure la situation difficile d'un certain nombre de pays, en favorisant les transferts de technologies, l'accès à des moyens financiers, par exemple en direction des pays du Sud, pour favoriser la création d'équipements et d'infrastructures pour la gestion et la distribution de l'eau. Cela permettrait de libérer en plus des dizaines de millions de femmes qui sont souvent chargées dans ces pays d'aller puiser l'eau et de l'acheminer jusqu'aux tâches quotidiennes, parfois à plusieurs kilomètres de leurs habitations. Alors, où en est-on en Essonne? Je terminerai par là. Notre département a longtemps eu le triste privilège du 100% privé, partagé entre Veolia et Suez, avec un avantage pour cette dernière, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. La première à avoir dégainé en faveur du public, c'est une petite ville, c'est Brie-sous-Forges, 3400 habitants. À l'époque, c'était Bernard Vera, qui était le maire de Brie-sous-Forges, maire communiste, donc qui a créé sa régie publique Régie des eaux de Brie, de l'eau de Brie en 2015. L'année suivante, c'est la communauté d'agglomération du Val d'Orge, qui s'appelle maintenant Cœur d'Essonne Agglomération parce qu'elle a été agrandie à l'Arpajonais. Donc ils ont fait eux le pas en 2016 pour une régie qui a été effective à partir de 2017, avec une bataille politique très intéressante d'ailleurs qui a associé la population, dont Marjolaine Rose, maire PCF de Morsan, avait pris l'initiative, avec un référendum qui avait permis à 8000 Val-d'Orgiens de se prononcer en 78% en faveur de la constitution d'une régie publique. Et puis ensuite il y a eu la régie publique Grand Paris Sud. Donc Grand Paris Sud, c'est Évry, Corbeil, Grigny, enfin voilà, toute une série de villes de ce coin-là. Donc pas toutes les villes de cet agglo, mais 13 communes représentant 250 000 habitants sont aujourd'hui dans une régie publique depuis fin 2024. Et s'ajoute à ça 6 communes essonniennes de l'EPT12, parce que pour des raisons sur lesquelles je passerai, il y a une partie de l'Essonne qui a été rattachée à un établissement public territorial, donc celui qui s'appelle Grand Orly Seine-Bièvre, donc Morangis, Viry-Châtillon, Morangis, Savigny, Juvisy, Athis-Mons, Spare et Vieille-Poste. Et donc quand on cumule tout ça, on a aujourd'hui une majorité d'Essonniens qui est desservie par une eau en régie publique. C'est allé relativement vite. Et c'est bien. Vous remarquerez que je ne vous ai pas cité la communauté Paris-Saclay. Voilà, Paris-Saclay fait de la résistance, avec son président de l'Astérie, le maire de Palaiseau, qui poursuit en cela la ligne politique défendue par son prédécesseur, Michel Bournat. Les mobilisations citoyennes locales n'ont pas jusqu'à présent permis que les faits de contrat de DSP intervenus depuis 2017 soient l'occasion d'opter pour une régie publique. Alors, quelques enjeux pour ces prochaines années. Il y en a 2. D'abord, l'avenir de ce qu'on appelle le RISF. Je vais vous expliquer ce que c'est. Il y a 3 ans, les élus de Grand Paris Sud, en association avec plusieurs autres communautés d'agglomération, ont entrepris de repartir à la reconquête des installations de production et de transport d'eau potable qui fournissent la grande majorité des habitants du département. C'est ce qu'on appelle donc le réseau interconnecté du Sud francilien, RISF. Réseau qui, on le verra, est aujourd'hui géré par Suez. Ils ont pour cela créé un syndicat mixte qui s'appelle Eau du Sud francilien, qui est en place depuis le 1er janvier 2023. Et donc leur objectif, c'est quoi? C'est de mettre fin au monopole dont jouit Suez, depuis que l'État, puisqu'à l'époque c'était l'État, lui a concédé la création des usines de production comme celle de Morsan-sur-Seine. Ça date de 1967, ça. À l'époque, l'État, les collectivités locales avaient moins de pouvoir qu'aujourd'hui. L'État a décidé de beaucoup de choses.
notamment en matière d'urbanisme, etc. C'était aussi le cas dans ce domaine-là. Et donc l'État a concédé à Suez le soin de créer ces équipements et de les gérer pour une durée de 50 ans. 67, 50 ans après, 2017. C'est important, vous verrez pourquoi. Parce que bien que la concession ait pris fin, Suez continue de confisquer ses installations illégalement, donc ça fait maintenant presque depuis bientôt 10 ans. Ce qui lui permet de facturer l'eau à 88 centimes d'euros par mètre cube, alors que le coût réel, alors que les installations sont clairement, largement amorties, et que le coût réel de production de l'eau, il est de 28 centimes d'euros. Donc vous faites le calcul, hein, sur le million de mètres cubes qui sont distribués chaque année, ça représente 34 millions d'euros par an de bénéfices indus, en quelque sorte, qui vont dans les poches de cette multinationale. D'ailleurs, l'autorité de la concurrence, qui est un organisme national chargé de regarder comment sont gérés notamment ce type de délégation de services publics, a jugé qu'il s'agissait là de ce qu'on appelle un abus de position dominante. Et un abus de position dominante, en droit français, c'est une comment on dit, une infraction. Et donc, les élus du syndicat mixte ont obtenu du gouvernement qu'il saisisse le préfet de l'Essonne à ce sujet. On attend maintenant des nouvelles, mais il ne faut pas se contenter d'attendre, je crois. Il est très important que la mobilisation citoyenne ne faiblisse pas. L'association Aglo-CPS, dont François vous disait tout à l'heure que j'avais l'honneur de présider, a initié une pétition en ce sens. Je pourrais, pour ceux qui sont intéressés, vous en donner les coordonnées si vous voulez la signer. Le deuxième enjeu, c'est celui lié au CEDIF, donc le syndicat des eaux d'Île-de-France, avec son projet de filtration qui s'appelle l'OIBP, l'osmose inverse basse pression. Depuis sa création, il y a 102 ans, le CEDIF délègue la distribution de l'eau à Veolia, dans le cadre d'un contrat de DSP qui a fait l'objet de multiples observations de la Cour régionale des Côtes, notamment dans la période récente. Ensemble, CEDIF et Veolia veulent imposer un système de filtration d'eau, dit osmose inverse basse pression. C'est un système qui est utilisé, le système en lui-même, il n'est pas condamnable, hein, c'est une technique voilà. Elle est utilisée notamment pour la désalinisation de l'eau, là dans les régions où on ne peut pas faire autrement que de désaliniser l'eau de mer parce qu'il manque d'eau douce. Donc autant c'est adapté pour ce type de solution-là, autant c'est tout à fait inadapté à la réalité de notre territoire. D'abord parce que c'est très coûteux en énergie, à tel point que pour réaliser ce système de filtration, il faudra que EDF, en fait c'est pas RDF, c'est RTE, construise des installations de production, enfin des relais de transformateurs, etc., spécifiquement pour alimenter ces installations, parce que c'est très gourmand en énergie. Et donc, qui dit très gourmand en énergie, dit aussi conséquences importantes sur la facture, et donc sur ce que vont payer les usagers, bien évidemment. Et en plus, la manière dont ce genre de truc fonctionne, c'est que tout ce qui est filtré par la membrane, hein, puisqu'en fait, cette osmose en question, c'est un système de filtration par membrane. Tout ce qui est filtré par la membrane, c'est rejeté en aval dans la rivière. Ce qui est hallucinant. Et en plus, ça produit une eau. Je vous disais tout à l'heure que l'eau pure est impropre à la consommation. L'eau totalement déminéralisée est impropre à la consommation. Et donc, pour rendre cette eau pure, ou quasiment pure, propre à la consommation, il faut y rajouter une part d'eau non traitée par l'osmose. On marche complètement sur la tête. Alors on va me dire pourquoi ils font ça. D'autant que ce projet suscite des critiques énormes, aussi bien de l'agence de l'eau, de la mission régionale d'autorité environnementale, de nombreuses mobilisations associatives aussi. Vous avez peut-être suivi en 2023, il y a eu ce qu'on appelle un débat public qui a été organisé, je conclue, qui a été organisé sous l'égide de la CNDP, la Commission nationale du débat public. Ils ont fait toute une série de préconisations, mais le CEDIF, ils n'en ont que faire, ils continuent comme si de rien n'était.
Et c'est même pire que ça, parce que le renouvellement du marché qu'ils ont passé avec, puisque avec Veolia, il y a un marché qu'il faut renouveler régulièrement, avec des appels d'offres en plein, etc. En pleine procédure de marché, il y a eu une fuite de documents, et donc normalement, ça aurait dû invalider la procédure de marché. Non, non. Le président du CEDIF a décidé que on arrêtait la procédure d'appel d'offres à l'étape où c'était avant la fuite, et on faisait comme si de rien n'était, ce qui évite par du même coup d'avoir à tenir compte des remarques de la CNDP. Alors pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'ils espèrent que cette technologie coûteuse, elle va finir par s'imposer, et que du coup ça va leur donner ce qu'on appelle un avantage technologique qui s'imposera, qui finira par s'imposer par la loi à tout le monde. Et donc du coup, comme eux, ils ont été les premiers à créer et à s'équiper de ce genre de système, ils seront mieux placés pour continuer à rafler tous les marchés et à enrayer l'hémorragie de collectivités qui les quittent depuis un certain temps. Il y a un cynisme de cette forme de capitalisme qui ne vous échappera pas. Et donc là encore, je pense que les mobilisations citoyennes restent de mise. Voilà, j'en ai terminé. Comme vous avez pu le voir, l'eau est un sujet très vaste. J'aurais pu le traiter sous plein d'autres angles. J'ai déjà été long, j'ai déjà dépassé d'un quart d'heure le temps qui m'était imparti, je vous prie de m'en excuser. Mais ça aurait été encore plus long si j'avais tout traité. Et donc il fallait faire des choix. Et donc j'ai fait les choix à partir de ce qui m'apparaissait être le plus en rapport avec la question du jour, source de profit pour quelques multinationales ou bien commun de l'humanité à partager. Peut-être que un certain nombre d'entre vous, connaisseurs du sujet, n'ont pas vu un certain nombre de sujets qui les intéressent aborder. S'il y a des questions, j'essayerai d'y répondre autant que mes compétences me le permettent, parce que moi je suis pas un universitaire de l'eau, comme disait François. J'ai une formation militante sur le sujet, donc si je peux répondre à vos questions hors de ce cadre-là, j'y répondrai volontiers. Si je peux pas, j'y répondrai pas. Voilà. Merci de votre attention. Bravo. Je vois Jean-Michel là-bas. Bon, ma question est simple. C'est quelle est la situation de tout ce qui est en aval, c'est-à-dire la collecte des eaux usées et l'assainissement dans notre région, là, les Saônes. On va prendre 3 questions. Après, c'est une question, non pas sur l'eau qu'on a au robinet, mais le traitement des eaux usées. Voilà. Il ne faut pas faire l'un sans l'autre. Ah non, mais ça c'est clair. Salut Marc. Merci beaucoup pour cet exposé. J'ai récemment visité pour le patrimoine. J'ai récemment visité le nouveau château d'eau qui est à Palaiseau. Je veux savoir, en cas de ça devient régie publique, comment se passe la transmission ou la privatisation coûte cher aussi. Enfin, la nationalisation, communalisation. Deuxième question. Troisième question. C'est plus une expression qu'une question. J'avais participé à la réunion il y a quelques années justement sur l'osmose, sur le CEDIF, les choix qui étaient à faire. Et j'avoue que je m'étais déjà un peu intéressée au sujet, mais j'avais pas bien tout compris. J'avais essayé d'entraîner parce qu'au niveau de la section des retraités CGT Palaiseau et environ, j'avais essayé de pousser un petit peu sur la prise en compte de cette importance de la gestion de l'eau qui soit, si possible, publique.
Et puis, il n'y avait pas un grand écho. On était venus qu'à 2 à la réunion. Mais aujourd'hui, merci Thierry, parce qu'avec la façon dont tu as amené les éléments, c'est beaucoup plus clair. Et je pense que je vais remettre le sujet dans notre structure syndicale de réflexion, parce que s'il doit y avoir, que ce soit sur Palaiseau ou sur Massy ou autre, c'est par la diffusion d'informations basiques, simples, compréhensibles, qu'on peut faire avancer les idées et aller après sur des consultations démocratiques. Mais il faut qu'on prépare le terrain, et je sais que je vais... on a un bureau là mardi prochain, bien sûr que ça ne va pas être le centre de la conversation et des actions, mais parce qu'on a quand même une action là qui nous attend. Mais en tout cas, je vais en reparler, et quand j'aurai reçu... grâce à Maurice, le retour, justement, l'enregistrement de cette session, je pense que je vais demander à ce qu'à la rentrée, on consacre 1 heure à écouter et à essayer de prendre le contenu essentiel de cette soirée pour préparer la suite. Parce que c'est important, c'est pas parce qu'on est retraité qu'on n'a pas notre mot à dire dans les consultations, et on a sûrement, nous aussi, un rôle à jouer autour de nous pour préparer les consultations et les changements de gestion de l'eau et de traitement des eaux. Ça me semble, voilà, ce que je voulais apporter aujourd'hui. Comme compliment, hein, tu peux pas trouver mieux. Bon. Alors, tu réponds peut-être. Ah ben je peux déjà. Tu avais une question sur les noté. eaux usées et le château d'eau qui domine J'ai noté. le plateau de Palaiseau. Alors, oui, d'abord, merci Martine pour effectivement le compliment, mais je pense qu'effectivement, tous les efforts qu'on peut faire pour rendre les choses accessibles aux citoyens, c'est vraiment essentiel. Voilà. Et donc, j'étais interrogatif sur le fait de savoir si mon exposé y réussirait. Je suis satisfait du retour que tu me fais. Parce que souvent, ceux qui veulent imposer leur manière de faire, ils jouent sur ça. Ils jouent sur le fait que c'est compliqué, que c'est technique, etc., et qu'il faut laisser ça aux spécialistes du coup. Voilà. Et comme par hasard, les spécialistes, c'est ceux qui s'en mettent plein les fouilles. Mais ce n'est qu'un hasard, sans doute. Je vais continuer par le château d'eau, et puis je terminerai par la réponse à Jean-Michel qui est la plus compliquée. Si on devait revenir en régie publique, toutes les installations... Alors, comment dire, le château d'eau de Palaiseau, c'est un château d'eau du CEDIF, puisque on est là dans le territoire du syndicat des eaux d'Île-de-France, donc qui est une structure publique, c'est un syndicat intercommunal, donc c'est une structure publique, le CEDIF, donc en soi c'est très bien, sauf que depuis sa création, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, il délègue à Veolia et à son ancêtre. Et pourtant, c'est pas faute qu'il y ait eu des débats au sein du CEDIF pour essayer de faire changer les choses. Donc, les installations, le château d'eau, il appartient au CEDIF, donc il appartient déjà à la puissance publique. Voilà. Mais je veux, parce que derrière la question, il y avait... Parce qu'on aurait été, par exemple, dans un autre cas de figure, on aurait été dans un secteur géré par Suez, où c'est donc Suez qui aurait construit un certain nombre d'infrastructures pour permettre la distribution pour permettre d'acheminer l'eau vers les gens. Tout ça, c'est ce qu'on appelle, ce sont des biens qui sont certes réalisés aux frais du délégataire, mais qui sont indispensables
au fait que le service existe. La loi appelle ça des biens de retour. Ça veut dire qu'au terme du contrat, on estime que ces biens ont été amortis par le délégataire et la propriété retourne intégralement à la puissance publique. Voilà. Et donc, c'est pas comme quand l'État nationalise une entreprise où il est parfois obligé d'aligner les millions pour indemniser. Hein, on n'est pas dans ce cadre-là. Alors ensuite, donc la question de l'assainissement. Effectivement, j'en ai peu parlé dans mon propos, mais on est dans une. Alors, la gestion de l'assainissement donne lieu à des. On n'a pas le même poids des entreprises privées. Il y a plusieurs communes, alors je ne les ai plus en tête, là, il faudrait que je retrouve la carte. Je vais essayer de le faire là d'ici tout à l'heure, puisque Aglo avait édité une carte où commune par commune, on voyait comment l'assainissement était géré. Il y a un certain nombre de communes qui sont pour l'assainissement géré déjà en régie publique. Voilà. Il y en a d'autres où c'est une régie publique, mais où on fait faire les travaux à un prestataire privé. Et il y a d'autres cas où c'est une régie publique, où c'est la puissance publique, donc la collectivité, qui réalise elle-même les travaux. Donc on a plusieurs cas de figure dans le département et sur notre territoire à Paris-Saclay. Mais moi, pour ce qui me concerne, j'ai exactement le même discours qu'il s'agisse de l'assainissement ou de la distribution de l'eau potable. Je suis pour un service intégralement public. Voilà. Ça n'empêche pas d'avoir recours à des entreprises privées pour faire un certain nombre de travaux, mais en tout cas, la propriété des installations et la gestion confiée au public. Et donc, de la même manière que on se bat pour que, à l'occasion de l'échéance d'un contrat de distribution d'eau, on fasse le choix de la gestion publique, de la même manière, on fait la même chose pour l'assainissement. Et d'ailleurs, il y a eu dans la période récente un certain nombre de contrats d'assainissement qui sont arrivés à échéance. Je pense par exemple à la commune de Champlan. La commune de Champlan, qui était en DSP pour l'assainissement, ils ont été rattachés à la régie publique de Palaiseau. À l'inverse, dans d'autres cas, l'AGLO a reconduit des délégations de services publics. Tout ça se fait un peu au gré comment dire, il y a l'assainissement, c'est du réseau gravitaire. C'est-à-dire que on est lié à des questions de pente. Hein, l'eau, voilà. Quand il faut la remonter, ça demande des installations de ce qu'on appelle de relevage, qui demandent des installations supplémentaires, etc. Et donc, quand on est dans des secteurs un peu trop compliqués, le secteur privé se bat moins pour l'avoir. Voilà, c'est ce qui parfois peut expliquer un certain nombre de distorsions entre la manière dont ça se fait dans telle ville ou dans telle autre. On a plusieurs villes dans le secteur où on est dans des creux de vallée avec des coteaux d'un côté ou de l'autre, avec des problématiques qui sont pas les mêmes selon les coteaux, enfin, etc. Ça fait que pour un même territoire, on peut avoir plusieurs réseaux d'assainissement qui sont pas interconnectables, qui finissent tous au même endroit, mais qui sont pas interconnectables les uns avec les autres. Donc voilà, tout ça pose des problèmes techniques importants, qui fait que voilà, c'est plus facile d'obtenir la gestion publique dans ces secteurs-là. Est-ce que ça répond à ta question, Jean-Michel? Oui, parce que c'est des travaux importants. Hein. Il y a les canalisations en amont, puis celles en aval. Et puis en plus, en aval, qu'est-ce qu'on en fait pour ne pas polluer l'environnement? Absolument. Donc c'est des grosses installations aussi. Oui, les enjeux d'assainissement, d'ailleurs, ces dernières, je ne sais pas si vous avez un peu suivi dans vos communes respectives,
où souvent les anciens plans d'occupation des sols, ce qu'on appelait les POS, ont été transformés en plans locaux d'urbanisme, les PLU. Donc c'est pas que des changements de vocabulaire. Et donc parmi les compétences des PLU que n'avaient pas les anciens POS, il y a notamment la gestion des eaux usées et des eaux pluviales. Par exemple, pour les eaux pluviales, qui vont aussi dans le réseau d'eau usée, parfois, qui vont parfois dans le réseau d'eau usée, parce que c'est pas toujours bien séparé. Eh bien, c'est comment dire, il y a obligation, par exemple, maintenant, quand on a un pavillon avec un terrain, de récupérer à la parcelle, pour pas que ça charge les réseaux EP, eau pluviale, donc. Il y a ce qu'on appelle les réseaux séparatifs. Là, il y a d'un côté le réseau EP, eau pluviale, et de l'autre côté le réseau EU, eau usée. Normalement, il ne faut pas que ce soit... voilà, il y a encore pas mal d'endroits partout où c'est connecté. Moi, je me rappelle, j'ai longtemps travaillé à Morsan-sur-Orge, où quand ils sont venus tester les réseaux, où on fait passer de la fumée, vous savez, on fait passer de la fumée dans les tuyaux. Normalement, ça ne doit pas ressortir. Puis il y a des gens chez qui ça ressortait par les chiottes. Donc ça veut dire que leur réseau d'eau usée, il est connecté au réseau d'eau pluviale. Donc c'est considérable les sommes qu'il faudrait, qui seront nécessaires pour mettre tout ça à jour. Mais c'est décisif parce que ça se joue aussi la qualité des eaux des rivières. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Là-bas, je vois une main. En fait, elle n'est pas très claire ma question parce que je m'interroge en fait que l'eau, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, avec l'histoire de l'eau en bouteille, de l'eau Perrier, et donc de l'eau du robinet. Finalement, elles étaient toutes mises un petit peu les unes à côté des autres. A priori, l'eau dont on a beaucoup parlé là, c'est l'eau du robinet, hein, c'est l'eau qu'on nous fournit, donc l'eau publique ou pas publique, suivant les cas. Quand en plus tu nous montres qu'il y a un nouveau système avec les membranes qui risque de nous fournir une eau qui est plus bonne, c'est quand même très inquiétant pour l'avenir sur l'eau qu'on va consommer dans le futur. Donc en effet, la bataille elle est importante, mais est-ce que donc l'eau qui vient des sources et qui est mise en bouteille est la même que l'eau qui va dans nos robinets, quoi, je veux dire, au départ? Donc un peu où l'eau est-elle puisée, quoi? Parce qu'il y a eu aussi le coup, je sais plus, là, dans les sommes de Coca-Cola qui nous a volé l'eau pendant des années pour la flotte, là. Donc en fait, on voit que l'eau c'est un point important pour la vie en plus. Donc les batailles qu'il faut qu'on mène, je ne sais pas ce qu'il y a dans la pétition, mais entre les mètres cubes en effet gratuits, puisque l'eau on veut que ce soit accessible à tous, et ensuite tout ce qu'il y a à faire en effet entre l'assainissement et c'est un sacré sujet, quoi, et où on a un travail énorme à faire. Et voilà, donc c'est plus un petit peu cette eau, voilà, il y a des choses qui ne sont pas très claires par rapport à tout ce qu'on a entendu. Merci. Donc, eau en bouteille, eau du robinet. François. Ah, pardon. C'est pas vraiment une question, c'est. T'as pas pu l'aborder en effet dans la masse des questions qui concernent l'eau, mais c'est le rapport de l'eau avec les questions de l'agriculture. Ça devient un enjeu essentiel. Les choix des méthodes d'agriculture pour préserver la qualité de l'eau. Alors récemment, j'ai pas fait trop attention, mais par exemple la ville de Paris qui s'est rendu compte que l'eau de Paris qui était de très bonne qualité contenait certains éléments qui étaient pas souhaitables, et du coup ils se sont rendus compte que c'était dû à des pollutions de terrain en amont de la Seine, qui amènent donc la ville à dépenser des sommes
pour aider à ce que les agriculteurs polluent moins en amont. Bon, bref, le lien, c'est très vaste finalement, les connexions avec d'autres secteurs, quoi. Oui, c'est pour demander si comme tu disais tout à l'heure que l'eau potable était très peu représentée, puisqu'effectivement c'est que moins d'1% en fait. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on fait avec de l'eau qui est potable, qui est faisable, avec de l'eau qui n'est pas potable? Bon, donc là, 3 questions. Si vous voulez bien, on en restera là. Hein, oui. Donc, à toi, Thierry. Alors, je vais commencer par la question de Jacqueline, parce que du coup, la réponse anticipera sur celle que je ferai à Joël. Le rapport de l'eau et de l'agriculture. Oui, c'est une question double en fait, parce qu'il y a les besoins d'eau, les besoins de l'agriculture en eau pour l'irrigation, et puis il y a les conséquences de l'agriculture sur la qualité de l'eau par infiltration dans les sols. Hein, donc c'est les deux, il y a deux bouts. Alors effectivement, tout à l'heure, je prenais l'exemple de ce qui se passe dans le Poitou, avec des cultures de maïs qui sont très gourmandes en eau, qui justifient aux yeux des agriculteurs cultivateurs de maïs le fait de faire leur fameuse retenue bassine, etc. Et donc, je pense qu'effectivement, avec parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse, on sait qu'il y a une partie du changement climatique qui est acquise. Il faut continuer à faire des efforts, décarboner l'atmosphère, enfin, etc., pour la limiter, mais les 1,5 degrés qui sont atteints aujourd'hui, ils le sont malheureusement d'une manière un peu durable. Donc il y a de toute façon des adaptations à faire, et notamment en matière d'agriculture. Et donc effectivement, je pense que c'est une question. Je sais que j'ai des amis militants d'ailleurs qui sont agriculteurs dans les Pyrénées orientales. Il y a aujourd'hui un grand débat parmi notamment les producteurs de fruits, ceux qui font la vigne, les viticulteurs, enfin, etc. Il y a beaucoup d'interrogations et de réflexions sur comment faire évoluer leurs pratiques culturelles pour tenir compte de ce qu'est la réalité climatique de la région aujourd'hui. Et puis donc il y a l'autre aspect qui est l'utilisation d'intrants chimiques qui finissent au bout d'un moment par se retrouver dans les eaux de ruissellement et parfois même dans les nappes phréatiques. Il y a besoin effectivement d'une grande, quand on voit d'ailleurs en ce moment ce qui se passe, il y a les manifestations d'agriculteurs qui font pression parce qu'ils veulent que les contraintes qui pèsent sur eux, qui sont déjà pas très, soient encore allégées. Il y a là vraiment un enjeu. Donc moi je peux entendre. Il y a l'agriculture en France aujourd'hui. Elle a été très contrainte par des décisions politiques passées. Dans des régions, on a dit vous arrachez ça, vous plantez ça. Ici des oléagineux, ici vous arrachez les vignes pour faire du fruitier, ici vous, etc. Et avec des subventions qui étaient accordées à ceux qui respectaient ces directives-là. Et donc on ne peut pas en permanence prendre parce que tous les agriculteurs, tous les exploitants agricoles sont pas des grands céréaliers millionnaires. Hein. Il y a une agriculture, paysanne qui subsiste et qui est aussi prise dans ces contradictions-là. Donc, dans le même temps où il faut des préconisations, il faut faire respecter un certain nombre de règles, de normes, il faut aussi que l'État se donne les moyens d'aider
les exploitants agricoles à faire face aux conséquences parfois financièrement importantes que ça peut avoir sur leurs revenus. Et si je le répète, s'il y a des grands céréaliers, les grands dirigeants de la FNSEA, eux, ils n'ont pas de problème de fin de mois. Par contre, il y a des agriculteurs qui font par exemple travailler leur famille, qui ne se versent aucun salaire. Et donc, on est dans des situations économiques qui sont complètement différentes. Et donc, il faut aussi prendre ça en compte quand on traite cette question-là, mais elle est indispensable. On ne peut pas y échapper. On peut pas y échapper. Parce que, et ça fait le lien avec la question de Joël sur l'osmose inverse, ceux qui veulent nous vendre ce système de filtration, ils nous disent c'est un système formidable, avec ça, il reste plus rien, on risque plus rien, l'eau, super. Bon. Mais pourquoi dépenser des millions d'euros et de l'énergie à développer des systèmes de cette nature plutôt que de privilégier le fait qu'on émet la réduction des émissions de pollution à la source? Ça serait quand même plus cohérent de se dire on fait en sorte que ces substances qu'on trouve dans l'eau et qu'on veut éliminer à coups de millions, on consacrerait moins de millions d'ailleurs à faire en sorte que ces pollutions ne se fassent pas. Et donc c'est un enjeu. C'est un enjeu important. Alors, attention, j'ai pas dit que l'eau osmosée était une eau dangereuse. J'ai dit qu'elle était impropre à la consommation parce que précisément complètement déminéralisée et qu'il fallait la reminéraliser par de l'eau qui n'a pas été osmosée. Mais elle est quand même pas, elle est pas en elle-même, toxique. Sur la question eau potable et eau minérale. Alors, ça dépend des régions. Par exemple, moi, il y a une région que je connais bien sur les bords du lac Léman qui s'appelle Évian, avec notamment la source Cachin. C'est quasiment la même eau qui est distribuée au robinet des Évianais que celle qui est dans les bouteilles. Mais il y a quand même une réglementation qui n'est pas la même. Une eau qui est distribuée au robinet, celui qui la produit a le droit, il a même l'obligation de la traiter pour qu'elle soit complètement potable et sans danger. Celui qui distribue une eau de source, dite naturelle ou minérale, etc., c'est de l'eau qui doit être consommable sans aucun traitement. Voilà. C'est en ça que Perrier contrevient à la loi. C'est que quand ils se sont aperçus que leur eau contenait des choses qu'elle ne devrait pas contenir, ils l'ont traitée. Alors, mais non, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de la traiter. C'est pas simplement que c'était pas suffisant. C'est qu'ils n'avaient pas le droit de la traiter. À partir du moment où elle est polluée, elle ne peut plus être distribuée en tant qu'eau minérale ou eau naturelle. Voilà, c'est une question de réglementation. Est-ce que... Il y avait une question avec Nicolas. Ah oui, la question de Nicolas, excuse-moi Nicolas. Usage possible de l'eau non potable. Oui, bien évidemment. Dans notre département de l'Essonne, il y a un certain nombre de villes, je pense à Grigny, à Sainte-Geneviève-des-Bois, à Viry-Châtillon, à Fleury-Mérogis, qui sont en train de mettre en place un système de chauffage par captage d'eau souterraine, d'eau chaude. Pardon ? La géothermie, voilà, exactement, la géothermie. L'eau qu'on pompe dans la nappe, dont je ne me rappelle plus son nom, elle a un nom scientifique que j'ai pas retenu, c'est une eau qui est totalement impropre à la consommation. Voilà. On l'utilise
Par contre, on peut l'utiliser pour ça, hein, voilà, parce qu'on pompe la chaleur qu'elle contient, on la restitue dans des réseaux de chauffage qui permettent de chauffer à moindre coût les habitations, et ensuite on la renvoie dans le sous-sol. C'est un exemple d'utilisation utile d'eau non potable. Je parlais tout à l'heure des préconisations qui sont faites par les PLU pour le retour à la parcelle des eaux de pluie. Les eaux de pluie sont pas potables, hein, voilà, parce que elles passent, voilà, elles ont traversé l'atmosphère et se sont chargées dans plein de trucs qui sont pas très ragoûtants. Mais par contre, on peut tout à fait les utiliser pour réaliser des installations pour l'arrosage, ou pour même l'eau des toilettes, etc. Donc on a là des utilisations possibles d'une eau non potable. Voilà. À Paris, je crois que les caniveaux sont faits. Il y a un double réseau à Paris pour les nettoyages des rues ou des choses. Oui, tout à fait, absolument. Ouais. D'accord. Eh bien, chers amis, on a beaucoup parlé d'eau, mais si vous voulez boire quelques boissons partiellement alcoolisées, à la sortie, il y en a. Alors, c'est pas forcément naturel, mais c'est bon. Deuxième chose, donc je vous répète, ceux qui souhaitent acheter des bons de soutien Fête de l'Humanité, vous pouvez le faire là aussi au cours du petit buffet, en vous adressant à qui? À moi. À Joël, d'accord? Voilà, merci pour votre attention. Merci à Thierry. Et donc,